Bien, bonjour à tous. Donc, on va aujourd'hui avoir cette seconde séance sur l'évolution de l'homme. Donc, la dernière fois, on a remonté dans le temps assez loin, pratiquement jusqu'à l'origine des cellules, et puis après la colonne vertébrale, etc., pour montrer que toutes ces parties, notre organisation, en fait, avait été mise en place au cours de l'évolution, par étapes, et que nous partagions un certain nombre évidemment de ces structures avec un très très grand nombre d'êtres vivants, d'animaux. Voilà. Et puis on s'était rapproché progressivement de notre famille qui est la famille des primates. Et ensuite, on avait fait cette comparaison entre les squelettes de l'homme et du chimpanzé, ce qui permettait de bien comprendre finalement l'originalité de l'homme, notamment des caractères, si je veux simplifier, au niveau du crâne, le développement de la partie qui va contenir l'encéphale, et puis au niveau aussi de l'ensemble du corps, la station debout, qui permet la bipédie, et qui est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, on va poursuivre tout cela en se rapprochant de plus en plus de notre espèce Homo sapiens. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la génétique, mais disons sans approfondir vraiment, mais il y a quand même des points qui sont évidemment très intéressants. C'est un domaine en pleine évolution. Ensuite, nous passerons aux principaux représentants de la lignée humaine. J'ai mis entre guillemets, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et puis, on va arriver évidemment à Homo sapiens. Ça, c'est une histoire très récente. L'origine d'Homo sapiens en détail, qui est encore évidemment hypothétique. Et puis, des données sur, par exemple, pour finir, la notion de race. Est-ce que biologiquement, elle existe en ce qui concerne l'espèce humaine. Donc on va tout d'abord s'interroger sur les données pour reconstituer cette histoire. Il faut bien comprendre que là, on a vraiment des données qui sont extrêmement partielles. Les données anatomiques, c'est ce qu'on va retrouver. Et retrouver des os, des squelettes, des dents, ce sont souvent des informations extrêmement partielles. On ne retrouvera pas évidemment des parties molles. On va retrouver un fémur ou un fragment. Et souvent, à partir de très très peu de choses, les spécialistes arrivent à reconstituer un crâne, à reconstituer un squelette, à en déduire un certain nombre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très complexe, évidemment, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça dérive en fait de ce qu'avait fait le savant Cuvier au XIXe siècle, où lui, à partir d'une dent d'un animal, il était capable, par comparaison, de reconstituer presque le squelette en entier et de replacer l'animal dans la classification. Là, évidemment, ça concerne les représentants de la lignée humaine. Alors, les données génétiques, ça, c'est quand même important aussi, et de plus en plus important. Les chromosomes, on va juste en dire un mot, et c'est surtout l'ADN. Alors, on parle beaucoup de l'ADN dans tous les sens actuellement. On verra que il y a énormément d'informations, évidemment, qui peuvent être utiles lorsqu'on arrive à étudier l'ADN de différentes espèces, mais on est très limité par la conservation, évidemment, de cette molécule au cours du temps. Mais beaucoup d'informations, maintenant, sont issues de l'ADN, et c'est une véritable révolution. Et puis, il y a, depuis très longtemps, les données qui résultent de l'activité des êtres humains, les outils, par exemple, ici, je montre l'outil préhistorique, on va dire, le plus, disons, emblématique, qui est le biface. Mais ça, c'est l'histoire très récente de l'homme. Donc ça, évidemment, ça se retrouve un peu partout, et depuis très longtemps, c'est étudié par les spécialistes de la préhistoire, c'est-à-dire la préhistoire, c'est une histoire très récente. Donc je pense que c'est mon collègue Michel Maximin, voilà, qui vous en parlera bien mieux que moi à propos de la conférence sur la préhistoire dans les Hautes-Alpes. Voilà. Et puis, dans tous les cas, comment dater tout ça ? Et alors là,
Beaucoup de gens croient que c'est facile. Alors, il y a le carbone 14, bien sûr, bon, mais le carbone 14, c'est très compliqué. Encore faut-il qu'il y ait du carbone. Bon, dans un squelette, il y en a, bien sûr. Deuxièmement, il y a une limite à la datation qui est, en gros, 35 000, 40 000 ans. On ne peut pas dater au carbone 14 quelque chose de plus ancien parce que tout simplement, il n'y a plus de carbone 14. Hein, la décroissance de l'isotope radioactif, carbone 14, se fait progressivement et au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc il faut trouver d'autres méthodes qui sont très complexes, souvent, et qui comportent toujours des marges d'incertitude. Donc la datation, il ne faut pas s'étonner s'il y a des mises à jour, si on passe parfois du simple au double quand on date un squelette ou une structure ou un os. Voilà. Alors, la comparaison des karyotypes, j'ai pris quelque chose aussi classique pour montrer quand même comment dirais-je, la proximité entre l'homme et le chimpanzé. Vous avez ici une sorte de représentation où on a mis des paires de chromosomes un peu mixtes, avec à gauche c'est l'homme et à droite pour chaque paire c'est le chimpanzé. Qu'est-ce que c'est que les chromosomes? En fait, c'est la compaction de l'ADN qui se fait dans les cellules au moment où les cellules se divisent. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit le matériel génétique. Alors est-ce que ça apporte beaucoup d'informations? En partie oui, mais par exemple le sexe, ici on sait très bien qu'il est déterminé par la paire XY, donc on peut dire que aussi bien pour l'homme que pour le chimpanzé, c'est un individu de sexe masculin, hein, bien sûr. Et puis il y a aussi des zones plus ou moins mise en évidence par des colorations. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ça se ressemble beaucoup. Voilà. Mais parfois, il y a des différences, et il y en a une au niveau de la paire 2. Chez nous, le chromosome 2, finalement, il correspond à 2 chromosomes du chimpanzé qui se seraient soudés. Alors, de quand ça date, tout ça, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce que l'ancêtre commun que l'on a avec le chimpanzé avait un chromosome numéro 2, on va dire, unique, ou 2 chromosomes différents? Bon, ça, évidemment, c'est très difficile à savoir. Alors, pour avoir les karyotypes, il faut des chromosomes, donc il faut des animaux vivants, et on ne peut pas s'en servir, évidemment, sur des traces d'Australopithèques ou d'espèces plus anciennes. L'identité génétique, c'est de comparer des séquences d'ADN. Alors on sait maintenant, je pense même dans le grand public, qu'il y a une sorte de code évidemment au niveau de ces molécules, qui est symbolisé par des lettres qui correspondent à des molécules, A, C, T et G. Hein, et on peut faire des comparaisons. Alors si on considère les gènes codants, c'est-à-dire la partie de l'ADN qui sert à fabriquer quelque chose et à faire fonctionner l'organisme, hein, eh bien, on s'aperçoit qu'entre nous et le chimpanzé, il y a 98% des gènes codants qui sont identiques, même un peu plus que 98% d'ailleurs. Hein. Et il y a des molécules, comme par exemple l'hémoglobine, qui est, je crois, pratiquement identique, et d'autres molécules aussi, au niveau des hormones, ou surtout des molécules de base, on va dire, de structure des cellules, qui sont vraiment pratiquement identiques et très proches. Hein. Il faut faire attention parce que, est-ce que ça veut dire que vraiment il y a 98% de tout l'ADN qui est identique? Pas du tout. Parce que l'ADN codant ne correspond en fait qu'à une partie de l'ADN qui est beaucoup plus importante, et ça représente 1,5% environ. Dans cet ADN, il y a des séquences dont on ignore complètement le rôle. Il y a probablement de l'ADN qui apparemment ne sert pas vraiment. Hein. Pourquoi? Bon, ça on pourrait s'interroger. Il y a de l'ADN aussi qui peut être très variable d'un individu à l'autre. Et quand on fait, vous savez, dans les enquêtes policières, quand on fait des empreintes génétiques, on va rechercher justement de l'ADN dont on ne sait pas d'ailleurs le rôle, mais qui varie énormément selon les individus. Et on sait que, il est pratiquement impossible que 2 individus différents, sauf les vrais jumeaux, aient les mêmes séances d'ADN hyper variables. Donc on peut confondre des criminels, par exemple, ou faire des enquêtes de généalogie, de paternité à partir de ça. Voilà. Donc il y a quand même une proximité évidemment génétique évidente avec le chimpanzé. On a vu la proximité au niveau du squelette aussi l'autre fois. Alors quelque chose qui est très intéressant, je pense, c'est de comparer le développement de ces 2 espèces
l'homme moderne, grand singe, ça va être, je pense, le chimpanzé, et les différentes périodes, notamment au niveau de l'enfance. Hein. Alors même avant l'enfance, c'est-à-dire la période qu'on appelle embryonnaire et fétale, dans l'espèce humaine, nous avons, alors l'espèce humaine, c'est la colonne de droite. Hein. L'embryon, c'est là où tout se construit finalement en 2 mois, hein, c'est-à-dire 8 semaines, et les cellules vont se développer considérablement. On parle d'une seule cellule, hein, au départ, la cellule l'œuf, et ensuite on va avoir évidemment des millions, voire des milliards de cellules, et on voit que là, il faut 2 mois pour que ça se passe. La période fétale, c'est la période de croissance, finalement, intervient au bout de 9 mois, évidemment, la naissance, et on voit qu'il y a une capacité crânienne, du coup, qui est quand même relativement importante. Si on regarde, je n'ai pas mis le schéma, mais la proportion du crâne par rapport au corps chez un bébé, par rapport même à un adulte, le crâne a une dimension importante, donc aussi ce qu'il contient, c'est-à-dire l'encéphale. Hein. Et ça, c'est vraiment important. Et puis, vous savez tous, le bébé, il va finir par se déplacer. Hein. Il va finir aussi par commencer à parler. Tout ça, ça se passe étape par étape, hein, pendant pratiquement l'enfant, jusqu'à 6 ans, et puis après. Ensuite, la croissance continue, et on estime qu'à partir de l'âge de 14 ans, disons que c'est la période où on entre dans l'âge adulte, même si on pourra en discuter sur le plan du comportement, bien sûr. Hein. Donc, ce qu'on constate, c'est que du côté humain, vous avez des étapes qui sont extrêmement longues, progressives, au cours de la période fétale, au cours aussi de la période d'enfance jusqu'à l'adolescence, qui est marquée par l'apparition de la fonction de reproduction, hein, potentiellement. Chez le chimpanzé, c'est beaucoup plus court, c'est-à-dire que la durée de gestation, finalement, elle est un petit peu plus courte. Il y a 8 mois, il n'y a pas 9 mois, c'est un petit peu plus court. Hein. La période lactéale, c'est-à-dire la période pendant laquelle le jeune chimpanzé va dépendre de la lactation de sa mère, ça va être plus court. Il y a plus de possibilités dans l'espèce humaine, même si c'est quand même bien rare qu'un enfant soit allaité jusqu'à 6 ans actuellement, évidemment. Hein. Et un certain nombre de structures vont arrêter leur développement, comme la croissance du cerveau. Le trou occipital dont je vous ai parlé la dernière fois, chez le chimpanzé, je vous rappelle qu'il est situé vers l'arrière, alors que on va voir que dans alors j'ai ici une maquette, même si c'est petit, du crâne d'un fœtus de chimpanzé, vous voyez, où on voit que le trou occipital, il a la position finalement du trou occipital pratiquement de l'homme adulte, c'est-à-dire on a une position relativement centrale. Et là, on va avoir une position arrière. Pourquoi ? Parce que ce qui va se développer chez le chimpanzé, ça va être surtout la face, hein, l'appareil masticateur, les dents, les mâchoires, les orbites, etc. Et la partie, le neurocrâne, comme on dit, lui va se développer beaucoup moins que dans l'espèce humaine. Hein. Les différentes caractéristiques comme les muscles de la mastication, etc. La mâchoire du chimpanzé, alors ça correspond pas en fait. La mâchoire inférieure, elle est là, je l'avais pas la semaine passée. Et là, c'est la mâchoire supérieure et c'est pas le même animal. Et vous voyez qu'elle est quand même, par rapport à notre mâchoire à nous, elle est quand même beaucoup plus robuste, solide. Et les dents, comme les canines, par exemple, sont relativement développées, se voient bien. Hein. Donc tout se passe comme si, finalement, ce qui était favorisé dans le développement, c'était la partie avant, ce qu'on pourrait appeler la face, le museau. Hein. Voilà. Alors, c'est encore plus... Ces différences sont encore plus flagrantes. Je vais essayer de changer, j'arrive pas ici. Voilà. Si on regarde, alors si on compare les crânes, le stade fœtal chez l'homme et le chimpanzé et le stade adulte. Donc le stade fœtal, je vous ai montré ici le chimpanzé, le fœtus du chimpanzé. Voilà. Et voilà
maquette du fœtus humain, je ne sais plus à quel stade, moi c'est déjà quand même bien avancé. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup et on le voit encore mieux peut-être sur le schéma. On a l'impression que c'est pratiquement la même chose ici. Et l'importance évidemment de la partie qui va contenir le cerveau, elle est vraiment très très visible ici, chez le chimpanzé aussi. Et on a vu tout à l'heure que ça se développait, dans les premiers stades. Voilà. Et puis, quand vous regardez le stade adulte, le crâne du chimpanzé, je vous l'ai montré ici, ça correspond. Le crâne humain, alors je n'ai pas un crâne humain actuel, je prends l'homme de Cro-Magnon qui est comme nous, et vous voyez la différence au niveau du développement de la partie qui va contenir le cerveau, l'encéphale, cette partie-là, et la face, du coup, qui se réduit, qui se verticalise, comme on dit. Donc, tout se passe comme si, à partir d'un départ qui est assez comparable, dans les deux cas, vous aviez chez l'homme, comme on dit, la persistance des proportions du fœtus, c'est-à-dire que le crâne avec son cerveau reste important, et chez le chimpanzé tout se passe comme si c'était effectivement la face qui se développait et que l'encéphale donc évidemment restait avec des dimensions plus petites. On le reverra tout à l'heure pour ce qui est des valeurs. Donc là je suis un peu encombré. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui a été, disons, déjà observé depuis très longtemps, étudié, et qui nous met sur quelque chose d'important sur ce qui a pu se passer, qui a déterminé justement cette évolution vers l'homme, différente de l'évolution vers le chimpanzé. Donc j'ai mis ici des choses, quelques phrases, quelques constatations. Aucune espèce ne met autant de temps à grandir que l'espèce humaine, qui a une durée en fait d'enfance jusqu'à l'âge adulte qui est très longue par rapport à la vie complète de l'animal, enfin de la personne. On a la persistance de caractère juvénile à l'âge adulte. Alors, il n'y a pas que ce que je vous ai raconté sur les crânes, mais si on pense à la pilosité, par exemple, la pilosité, évidemment, chez l'homme, est infiniment, quand je dis l'homme, évidemment, l'homme et la femme, est infiniment moins développée que chez le chimpanzé, ou chez tous les primates, ou chez la plupart des mammifères. Les poils sont caractéristiques des mammifères, et nous, finalement, tout se passe comme si il y avait beaucoup moins de développement et qu'on conservait des caractères juvéniles. Alors, il y en a d'autres, j'ai même lu, et c'est tout à fait vrai, la persistance au niveau du comportement des jeux chez l'adulte. Alors ça veut dire, et dans l'exemple que j'ai pu lire, on disait, oui, quand on voit l'engouement pour les matchs de football, ou pour les jeux de hasard, la persistance du jeu, finalement, chez l'adulte, c'est propre à l'espèce humaine. Voilà. Alors, on en revient ça correspond à une hypothèse qu'on appelle la néothénie en biologie, c'est-à-dire la capacité, pour un organisme, un animal, on va dire, qui est dans un stade juvénile, de pouvoir atteindre le stade de la reproduction. Donc tout se passe comme si, en fait, il y avait eu une espèce de ralentissement du développement, et conséquence de cela, ça a développé la durée de la période d'enfance, et ce qui est essentiel, c'est que cette période, c'est la période où tous les apprentissages, enfin une grande partie des apprentissages vont se faire. Donc ça va expliquer, en grande partie, pourquoi on va avoir, avec évidemment les possibilités du cerveau, on va avoir plus de possibilités intellectuelles que, évidemment, un chimpanzé ou un gorille ou même un animal plus lointain. Alors, comment expliquer ça ? On a parlé un petit peu des gènes tout à l'heure, et on sait maintenant qu'il y a plusieurs sortes de gènes. Et il y a notamment des gènes qui sont très puissants, qui vont gouverner notre gène, et qui vont jouer un rôle sur, finalement, leur expression et aussi leur expression dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des gènes qui vont
en fait influer sur un certain moment dans le développement, par exemple, du fœtus. On pourrait citer les gènes qui interviennent dans la mise en place des caractères génitaux, des organes génitaux. Ils vont intervenir pendant l'enfance, pendant le stade embryonnaire et surtout fœtal, à un certain moment, puis après ils n'interviennent plus. De même pour certaines hormones, qui sont importantes à ce moment-là. Donc on a des gènes qui contrôlent d'autres gènes, et comme on le sait, les gènes et l'ADN, ça change, ça mute très souvent. Donc peut-être que l'évolution humaine récente, qui conduit donc à Homo sapiens, serait due à l'existence de mutations dans les gènes, architectes, les gènes du développement, comme on dit. Donc c'est une hypothèse qui est évidemment très séduisante, qui quand même est fondée sur un certain nombre de données, de constatations. On ne connaît pas tout. Heureusement, il y a beaucoup de choses encore à découvrir dans ce domaine-là, comme dans d'autres, au sujet de l'homme, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est quand même important à signaler, qui peut se comprendre. Donc nous sommes en fait des enfants qui ont continué à grandir, mais en conservant des caractères juvéniles. Voilà. Alors, on va maintenant passer à ce panorama des principaux représentants de ce qu'on appelle la lignée humaine. Et la question qu'on se pose, c'est qui est notre ancêtre ? Quelles sont les étapes ? Comment tout ça s'est produit ? Et quand, par exemple, vont apparaître des caractères propres à l'espèce humaine ? J'en cite un, par exemple, la possibilité de parler, la bipédie qui est fondamentale, etc., etc. Donc voilà un petit peu ce que nous allons essayer de voir maintenant. Alors, on a parlé de cette proximité avec le chimpanzé. De quand ça date ? On a maintenant une estimation de 7 à 8 millions d'années, pour remonter à un ancêtre qui pouvait être commun au chimpanzé et à l'homme. Évidemment, il ne ressemblait pas à l'homme, il ne ressemblait pas probablement non plus au chimpanzé. On va voir que ça donne des discussions. Et à partir de là, imaginons donc 7 à 8 millions d'années, ce qui est quand même pas mal finalement, et on va avoir deux lignées qui vont diverger complètement. Il y a une lignée qui va aboutir au chimpanzé, et une autre qui va aboutir à Homo sapiens, c'est donc, on va l'appeler la lignée humaine. Pour ce qui est de la divergence, par exemple, avec le gorille ou l'orang-outan, c'est encore plus ancien. La divergence la plus récente dans le temps, c'est avec le chimpanzé et son cousin qu'on appelle le chimpanzé nain ou bonobo, qui est très proche. Mais avec le gorille, c'est plus lointain. L'orang-outan, qui est quand même aussi un peu proche, c'est encore plus lointain. Et puis plus on va chercher des singes, disons, différents, comme le gibbon, etc., plus on va remonter dans le temps. Voilà. Alors, on va voir qu'il y a quand même des choses un petit peu à mettre au point. Si vous cherchez sur Internet, moi j'ai fait ça évidemment pour ce travail-là, vous tapez évolution humaine, vous allez voir des petits dessins, des représentations comme ça. Alors c'est très satisfaisant, pour tout le monde, et il y a eu des variantes humoristiques. Alors là, il y en a une infinité. On voit là l'individu qui progressivement évolue, puis au bout d'un moment, il s'était redressé, il commence à se baisser parce qu'il faut porter des outils, et puis on le retrouve devant l'ordinateur. Alors vous en avez vraiment une multitude. Il y en a avec des planches de surf, tout ce qu'on voudra. Voilà. On a caricaturé quelque chose qui est déjà au départ caricatural. Alors pourquoi cette représentation, il faut s'en méfier ? Parce que d'une part, on a pris au départ un chimpanzé quasiment, et puis on voit que le redressement, alors qu'est-ce que c'est comme espèce, on ne sait pas trop là, il se fait vraiment très très progressivement. Voilà, et avec l'outil qui intervient à un certain moment. Et puis ensuite, ça donne l'illusion que cette évolution est linéaire, c'est-à-dire une espèce se transforme dans une autre, donne une autre espèce, qui en donne une troisième, etc. En fait, tout ça vient des conceptions qu'on avait il y a 30 ou 40 ans. Il y a 30 ou 40 ans, le problème de l'évolution humaine était pratiquement réglé.
faut dire qu'on n'avait pas beaucoup de squelettes, on n'avait pas beaucoup d'éléments. Donc on pensait que, tout n'est pas entièrement faux bien sûr, qu'il y avait un ancêtre assez lointain. Bon, le groupe des Australopithèques, on avait déjà trouvé en Afrique notamment des squelettes d'Australopithèques, et puis Homo habilis, c'est celui qui va manier les outils, finalement, même si ce sont des silex taillés. Homo erectus qui se redresse. Et puis on avait mis l'homme de Néandertal, dont on sait qu'il n'existe plus actuellement, mais qui est assez récent. Et puis on arrive à Homo sapiens, et vous voyez que même la datation, là, moins 35 000 ans. Moins 35 000 ans, c'est pratiquement 10 fois moins que ce que l'on a mis en évidence actuellement. On en est à 300 000 ans. Alors pourquoi moins 35 000 ans ? Parce que tout simplement, on avait à l'époque essentiellement des squelettes ou des crânes, des éléments qu'on avait trouvés en Europe. Et le peuplement de l'Europe par Homo sapiens, c'est relativement récent. Donc on en était là et on pensait que c'était à peu près résolu. Maintenant, les choses se sont accélérées. On a trouvé énormément d'ossements. Alors parfois presque rien, vous verrez tout à l'heure. Et on a tout remis en cause, et on pourrait dire que pratiquement, je dirais pas tous les jours, mais enfin très souvent, il y a de nouvelles découvertes, et on peut revoir un certain nombre d'éléments. Moi, j'ai enseigné un peu ça au lycée de Gap jusqu'à il y a 4 ans, et j'ai été obligé de modifier ce que j'ai à vous dire en fonction des découvertes récentes depuis 4 ans. Ça évolue sans arrêt, et c'est ce qui est vraiment passionnant. Ça montre aussi que la science, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est figé, définitif. On fait des découvertes, on fait des hypothèses, il y a d'autres découvertes, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, de très, très intéressant. Et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, ça sera vu différemment. Alors, nous passons maintenant à une représentation qu'on peut trouver, qui est plus actuelle, et au lieu de parler d'une évolution linéaire, on parle maintenant d'une évolution buissonnante, comme un buisson. Et vous voyez sur ce schéma qu'il y a une divergence avec le chimpanzé, qui est à gauche là, en haut, et ça date, comme je l'ai dit, d'à peu près 7-8 millions d'années. Et puis, une branche se détache avec des branches. Alors on n'a pas mis toutes les branches, mais il y en a beaucoup. Et vous avez des espèces qu'on commence à connaître, à identifier, et on voit qu'il y a des caractères qui vont apparaître progressivement. Alors, par exemple, la réduction de la face, etc. Tout ça, l'art, les peintures pour Homo sapiens, tout ça donc apparaît progressivement. Donc une évolution, on va dire, buissonnante, qui est plus conforme à la réalité et à ce qu'on peut trouver actuellement. Mais ce schéma va être modifié probablement. Une autre représentation que j'ai prise dans un très bon site sur internet qui s'appelle hominidé.com. Je vous invite à le regarder parce qu'il est vraiment très très complet et scientifiquement assez bien établi, je pense, et qui montre là, alors on ne voit pas les rapports entre les espèces parce qu'on ne les connaît pas forcément, mais on voit que Homo sapiens, c'est ce qui va rester actuellement du côté lignée humaine. Et puis les 3 espèces dont j'ai parlé, enfin 3 ou 4, de singes, grands singes, les 2 chimpanzés, le nom latin c'est Pan, c'est le chimpanzé, Panicus et Troglodytes pour les 2 chimpanzés, Gorilla, et Pongo c'est l'orang-outan. Voilà. Donc ça, en fait, il faut bien voir aussi qu'on n'a pas de fossiles, d'ancêtres, même récents, de toutes ces espèces de singes, tout simplement parce qu'ils vivent dans la forêt équatoriale et que d'abord la conservation des ossements est très, très difficile, et puis il n'y a pas d'endroit où on puisse trouver, alors on trouvera peut-être des éléments, où on puisse trouver facilement une accumulation de telle ou telle partie de squelette. Donc tout ce qu'on sait, c'est que l'origine, alors là il y a peut-être une petite erreur, quelque chose à rectifier, c'est qu'il y a pour les chimpanzés, la flèche verte, elle devrait être plus loin, remonter vers 7-8 millions d'années, puisqu'on a dit que c'était l'ancêtre commun. Alors on verra qu'on peut définir des groupes là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, sauf actuellement, quand vous regardez toute cette histoire, il y a pratiquement toujours eu
sur la Terre, sur la planète, plusieurs espèces en même temps dans cette lignée humaine. Ceci dit, en même temps, ça ne veut pas dire au même endroit, hein, parce que je crois qu'on est à 7 milliards d'êtres humains, ou presque 8 là. Si on estime combien d'Homo sapiens, mettons, archaïques, au début de cette espèce il y avait, on n'est même pas à 1 million sur une planète considérable en dimension. Donc voilà, ces différents représentants, finalement, formaient des petits groupes, étaient isolés, souvent les uns des autres. Il y avait quand même, on va le voir, des possibilités de mélange, d'hybridation aussi. Hein, voilà. Alors, on va essayer de voir ensemble les principaux groupes sans détailler. Les plus anciens, ils ont été découverts récemment. Toumaï, par exemple, ça date, je ne sais pas, peut-être d'une quinzaine d'années. Hein. C'est un crâne qui a été découvert au Tchad, au Sahel. C'est un Français, hein, Michel Brunet, je crois, qui, avec toute son équipe, explorait un endroit du désert et qui, en avançant progressivement, a trouvé des éléments, des ossements. Et à partir des petits morceaux, parce qu'il n'a pas trouvé ça, hein, il a trouvé des morceaux, à partir de ces petits morceaux, eh bien, on a reconstitué un crâne. Et on voit que ce crâne, finalement, il a des caractéristiques qui sont très proches, en fait, du crâne du chimpanzé. La face est extrêmement développée, avec ces fameux, alors je ne vais pas utiliser le terme, on va retrouver ça très souvent, les bourrelets susorbitaux ou arcades sourcilières, comme on veut. Hein. Le volume de l'encéphale est relativement petit. Alors, mais pourquoi on le met finalement dans la ligne humaine? Parce que ça ne se voit pas ici, mais on a vu que le trou occipital, il n'était pas comme chez les singes actuels. Il avait une position qui était plus vers l'avant. Donc on s'est dit, c'était certainement un individu qui commençait à être bipède plus qu'arboricole, comme l'est resté le chimpanzé. D'autres espèces, alors vous voyez qu'on ne trouve pas grand-chose, hein, mais Aurorine ou Ardipithecus ont été trouvés. Il y en a encore d'autres, hein, j'ai mis les principales. Alors par exemple, vous avez sur le Aurorine, vous avez un fémur, et ça c'est important parce que les spécialistes sont capables de dire, tiens, ce fémur-là, il est fait, finalement, il correspond bien à un fémur de quelqu'un qui pouvait effectivement être bipède, marcher, et non pas uniquement grimper sur des arbres. Hein, voilà. Donc, on va dire les groupes les plus primitifs dans la ligne humaine, vous voyez qu'on est entre 7 et en gros 4 millions d'années. Hein. Donc, caractéristiques communes, la bipédie, qui n'est pas parfaite évidemment, et au niveau du volume encéphalique, on est comme chez le chimpanzé finalement, on est dans les 370 cm3, hein, et on va voir que la limite elle est plus loin finalement avec l'homme, la lignée de l'homme actuel, on va dire. On a ici conforté le critère qui permet de définir l'appartenance à la ligne humaine, qui est la bipédie. Et donc, à partir du moment où on déduit la bipédie, ça veut dire qu'on est du côté de cette lignée humaine et non pas du côté de la lignée du chimpanzé actuel. Donc ça c'est important parce que c'est assez simple finalement à comprendre. Maintenant à mettre en évidence sur quelques morceaux d'ossements, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Alors, j'ai remis ce schéma. Donc le premier groupe, on l'a vu, Aurorine, etc. Ensuite, on a A comme Australopithèque. Alors Australopithèque, ça veut dire, puis la racine, tout ce qui est pithèque, pithécanthrope, etc., c'est les singes finalement. Et puis Australopithèque parce qu'on les a trouvés dans le sud, notamment au niveau du continent africain. Tout ça, pour l'instant, ça se passe en Afrique. Et là, on va voir qu'il y a deux groupes finalement d'Australopithèques. Il y a énormément d'espèces. On en découvre, on peut en identifier, disons, assez encore, hein, et définir des espèces. Je n'ai pas le crâne à vous montrer, mais il y a la photo, là, l'Australopithecus africanis. Vous voyez que, déjà, même si ça ressemble au précédent, hein, vous avez le crâne qui commence à être beaucoup plus bombé, à avoir plus d'importance, hein, ici que chez le chimpanzé. On pense que, en plus, ces espèces vivaient
dans un habitat qui ressemblait à une savane. Alors, c'est assez... en fait, on en parlera tout à l'heure, mais les climats ont considérablement varié au cours de l'histoire de la Terre, même dans des périodes assez récentes, comme ça. Mais quand on retrouve des squelettes, on retrouve aussi d'autres éléments qui, par exemple, sont des restes d'éléments de la flore. Hein. Donc on peut en déduire la végétation, et on n'est plus dans la forêt, on est dans la savane, hein, en Afrique. On a trouvé donc ces crânes dans 2 régions, en fait. L'Afrique du Sud, actuelle, hein, puis un peu au nord, et puis l'Éthiopie du côté de l'Est. Hein. On a trouvé notamment ce fameux squelette qui... alors évidemment, il n'est pas complet, mais il est déjà pas si mal. La fameuse Lucie qui a été découverte, entre autres par Yves Coppens, il y a des années, hein, dans une région, je crois, d'Éthiopie, hein, voilà, ou Somalie ou d'Éthiopie. Et là, on a un bassin pratiquement complet et le fémur pratiquement complet. Donc, si vous regardez... Alors le crâne, lui, bon, évidemment, il en manque beaucoup. Mais si vous regardez les schémas du bassin et des fémurs du chimpanzé d'une part, et puis de l'australopithèque et de nous, Homo sapiens, vous voyez qu'on est très proche. L'australopithèque, finalement, là, il est très proche de l'homme. Il a un bassin qui est plus large que haut, une position du fémur qui va aussi permettre la bipédie. Donc, on en déduit qu'on est bien là dans la lignée humaine, évidemment, et qu'on a déjà un animal qui va pouvoir se déplacer en marchant. Hein. Vous voyez, le chimpanzé, c'est tout à fait différent. Hein. Voilà. Alors, il y a un petit groupe de cousins de ces australopithèques qui paraît plus primitif. Alors, ils ont une mine un peu patibulaire. Hein. La Paranthropus boisei, on l'appelle aussi Australopithecus robustus, voilà. Crâne très robuste, hein, d'assez grande taille, et avec des caractères vraiment plus primitifs. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des mâchoires extrêmement développées ici, mâchoire inférieure, très développées, avec des muscles masticateurs qui étaient puissants et qui étaient reliés à cette crête. J'ai pas amené, mais si j'avais un crâne de gorille, on voit que sur le gorille, surtout le mâle, vous avez une crête ici qui permet l'insertion des muscles reliés à la mâchoire. Donc, un animal qui était probablement végétarien et qui devait consommer donc beaucoup de végétaux, évidemment. Contrairement à ce qu'on croit, les végétaux, c'est beaucoup plus dur, finalement, que les animaux à manger, parce qu'il y a des éléments, il y a de la cellulose, il y a des éléments minéraux, donc il faut des molaires puissantes, hein, et des muscles puissants. Donc, un groupe ici qui, en fait, était représenté par différentes espèces, et là, je vous rassure un petit peu, on est sûr que ce groupe-là ne fait pas partie de nos ancêtres directs. Voilà. Donc, le groupe des Australopithecus robustus ou boisei, voilà. Ceci dit, comme l'animal est de grande taille, le volume de l'encéphale, évidemment, il est assez grand, mais ça reste quand même plus petit au niveau ici du neurocrâne qu'au niveau du museau et de la face. Hein. On le voit très bien ici. Donc voilà pour les australopithèques. Ce qu'on trouve, bon, c'est évidemment assez partiel, mais on en trouve de plus en plus et on arrive à, avoir une idée de ce qu'ils pouvaient faire, se déplacer, etc. Alors, ensuite, on passe au genre Homo. Donc dans la classification, il y a des genres et des espèces. Nous sommes Homo sapiens, et il y a eu d'autres espèces qu'on a identifiées, et notamment Homo habilis. Alors Homo habilis, ça doit être lui, voilà. Hein. Alors pourquoi Homo habilis ? Parce qu'on l'a trouvé, on a trouvé son squelette. Donc quand vous avez un moulage comme ça, vous voyez les parties marron, c'est ce qu'on a trouvé. Et ici, on a reconstitué le crâne assez facilement, puisqu'il y avait pas mal de choses, pour lui donner une forme. Hein. Donc voilà à quoi ressemblait Homo habilis qu'on trouvait en Afrique. Hein. Le volume encéphalique commence à être plus important. Vous voyez, le crâne ici est important. Il y a encore, malgré tout, la face qui est aussi développée.
J'ai mis aire de Broca développée, vous vous souvenez peut-être la dernière fois, je vous ai dit, dans le cerveau. Il y a des aires qui sont spécialisées en ce qui concerne le langage, en ce qui concerne évidemment ce qui va commander les cordes vocales, mais aussi le fait de pouvoir associer des mots, voire faire des phrases, etc. Et l'aire de Broca fait partie de ces aires qui permettent en fait chez nous la parole. Et on a constaté, parce qu'on voit à l'intérieur du crâne, les vestiges qu'on a, des empreintes en fait du cerveau, que l'aire de Broca était déjà développée. Est-ce qu'il pouvait parler, émettre des sons articulés sans doute? Est-ce qu'il pouvait parler avec des mots qui avaient un sens, etc. Là, on n'a pas encore vraiment beaucoup d'arguments, mais on peut le supposer. Et les premiers outils apparaissent, c'est ce qu'on appelle les galets aménagés. Les galets aménagés, c'est simplement des galets qui ont été heurtés entre eux et qui vont donc ça va permettre l'apparition de saillies, de zones qui sont coupantes. Le silex, c'est une pierre siliceuse qu'on va retrouver tout le temps, qui est très dur. Le silex est plus dur que l'acier, c'est de la silice. C'est comme les couteaux en céramique que l'on a maintenant, qui sont plus durs, même s'ils sont fragiles, qui sont plus durs que les couteaux en simple acier. Donc là, on passe vraiment à quelque chose d'autre. Et en fait, le critère pour le genre Homo, enfin un des critères principaux, c'est ce volume encéphalique. Et vous voyez qu'on dépasse les 600 cm3. Et ça, c'est la limite. Je crois que j'ai remis mon schéma de l'autre fois. Voilà. Vous avez en rouge tout ce qui est genre Homo. On voit Homo habilis là. Et on a des volumes qui vont commencer à dépasser les 600, 700, 800 cm3 pour ce qui est de la capacité du cerveau, du volume du cerveau. Les australopithèques, à ce niveau-là, étaient très proches, en fait, du gorille, du chimpanzé, de l'orang-outan. Donc, pour le genre Homo, on va avoir à la fois, pour le définir finalement, la bipédie qui va être encore plus affirmée. On va avoir cette capacité du cerveau, ce volume cérébral plus important, et on va avoir aussi la trace d'activité, comme les fameux outils dont je vous ai montré tout à l'heure un simple exemple. Voilà. Alors, une autre espèce qu'on va trouver en abondance, qu'on va trouver dans plusieurs sites surtout, évidemment l'Afrique, mais aussi le Proche-Orient. Alors, on a parlé tout à l'heure du Liban, de la Syrie, on trouve des gisements où on a Homo erectus, parce que pour passer de l'Afrique vers le nord, le Proche-Orient est vraiment incontournable. Donc c'est un carrefour essentiel, on va en reparler tout à l'heure. Et puis, il va conquérir l'Asie et l'Europe. Qu'est-ce qui rend possible ça ? C'est que la bipédie, cette fois-ci, est pratiquement la même que la nôtre, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer, faire des kilomètres, et de génération en génération, les groupes vont se déplacer pour trouver de la nourriture, et ils vont remonter vers le nord, vers le Proche-Orient d'abord, puis une partie vers l'Asie, une partie vers l'Europe. Et on trouve en France des traces, évidemment, d'Homo erectus. Je crois que l'homme de Tautavel, ou il y en a d'autres aussi, sont des Homo erectus. Et il y a un crâne qu'on a assez couramment, ça doit être l'homme de la Chapelle aux Saints, c'est en France. Voilà le crâne d'Homo erectus. Alors vous voyez que là, ça commence à ressembler à nos crânes à nous, mais avec quand même des caractères un petit peu primitifs. Regardez encore ces bourrelets là. Regardez aussi, la mâchoire est relativement robuste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La face est quand même assez développée. Il y a aussi des reliefs au niveau ici l'arrière du crâne, et ça sert à attacher des muscles qui se rattachent à la colonne vertébrale. Ça veut dire que le poids est quand même un petit peu, le centre de gravité un petit peu vers l'avant, parce que tout ça, vous voyez, le tronc occipital il est là, donc c'est une question de poids tout simplement. L'encéphale est ici. La partie crânienne n'est pas encore assez développée, on va dire, par rapport à la situation actuelle. Donc, il faut des muscles ici pour maintenir la tête en position. Quand il y a
sur un os des reliefs, il n'y a pas 36 solutions, c'est en général parce qu'il y a des muscles puissants qui vont s'insérer. Hein. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on peut reconstituer à partir d'un squelette. Les spécialistes reconstituent la forme d'un animal, que ce soit un dinosaure ou n'importe quel animal qui a disparu. Voilà. Donc voilà ici un Homo erectus. On est, vous voyez, sur le chemin quand même d'Homo sapiens. Et là, moins 1,7 à moins un demi-million d'années, donc c'est quand même important. Alors, laissons l'autre côté là. On va voir ces migrations, je pense, voilà, qui sont datées. Donc l'origine, c'est toujours l'Afrique, finalement, hein, où on va avoir les Homo erectus les plus anciens. Et puis, vous voyez les flèches, là, ça va aller vers l'Europe, en passant par le Proche-Orient, hein, bien sûr. Ça va aussi aller en direction de l'Asie. Et tout ça ne se passe pas évidemment du jour au lendemain. Il faut imaginer des groupes humains qui vont se déplacer de génération en génération sur des centaines de milliers d'années, évidemment, ça fait des distances considérables. Hein. Et là, on va avoir le peuplement donc de l'Europe, hein, le premier peuplement finalement de l'Europe, par cette lignée humaine. Et puis, on voit le Caucase aussi, on voit l'Asie jusqu'en Chine. Aussi en direction, on va en direction des îles d'Indonésie, ici. Il faut voir aussi que la géographie n'était peut-être pas tout à fait la même. Il y avait peut-être des communications entre les différentes parties. On n'était pas encore aux périodes des glaciations, on va en parler après. Ça a pu aussi favoriser. Voilà. Donc voilà où on trouve les Homo erectus et surtout leur migration. Je vais essayer de changer je vais y arriver. C'est pas très beau parce qu'ils n'ont pas respecté vraiment les tailles. Hein. L'Australopithèque, d'une part, l'Homo erectus. Mais on peut quand même remarquer 2-3 choses qui sont correctes. L'Australopithèque, vous voyez, il a des bras plus longs que les membres supérieurs sont plus longs que les membres inférieurs, comme le chimpanzé. Hein. Il a aussi la tête est vraiment vers le bas, on voit pas le cou. Donc, pour ce qui est de l'aptitude à la parole, c'est peut-être difficile. On a un bassin qui est assez large, mais qui n'est pas tout à fait l'équivalent du bassin de l'homme, Homo erectus. Pour Homo erectus, vous voyez, il est très redressé, d'où le nom erectus, hein, bien sûr, et vous avez déjà des proportions qui vont en fait se retrouver dans Homo sapiens, hein, assez rapidement. Hein, voilà. Alors, Homo sapiens. Alors, il y a d'autres espèces, Homo ergaster, etc. Bon. Et puis, on en a découvert. Hein. Alors, l'Homo sapiens, j'ai marqué 300 000 ans. J'ai dû rectifier des choses là parce que, on va le voir tout à l'heure, depuis quelques années, on a redaté un certain nombre de crânes, etc. Et on a bouleversé un certain nombre de datations. Hein. Homo sapiens et Homo néandertalensis, d'ailleurs j'aurais pas dû mettre d'accent sur le « et », hein, l'homme de Néandertal. On considérait il y a quelque temps que c'était la même espèce avec 2 variétés différentes. En fait, là, on est quasiment sûr qu'on a 2 espèces différentes parce qu'on a aussi des données de l'ADN. Là, on commence à avoir de l'ADN qu'on peut analyser. Hein. Alors, on va parler de l'homme de Néandertal qui n'existe plus actuellement, qui s'est éteint il y a 30 000 ans. Et cet homme de Néandertal, on l'a considéré comme une sombre brute pendant un bon moment. Mais finalement, de plus en plus, on découvre qu'il était capable de faire plein de choses. Hein. Et voilà son crâne ici. Excusez-moi. Là. Hop. Alors, il ressemble évidemment à Homo sapiens. On voit que le crâne, il est très globuleux. Hein. Et la capacité cérébrale de l'homme de Néandertal est la même supérieure parfois à Homo sapiens. Donc un cerveau qui est déjà d'emblée développé. Hein. Il n'empêche qu'il y a des caractères qu'on va qualifier de un peu primitifs, ce fameux bourrelet, hein, ici. La mâchoire, elle est déjà beaucoup plus fine, elle ressemble à notre mâchoire à nous, à une différence près, c'est qu'il n'y a pas de menton. Hein. Si on regarde même... Alors, voilà. Cro-Magnon, c'est nous. Hein. Cro-Magnon, le voilà, vous avez un menton, ici. Hein. Chez l'homme de Néandertal, non, il n'y a pas de menton. La partie osseuse va vers l'arrière.
Alors on pourrait se dire, oui, mais bon, à quoi ça sert un menton? Il faut quand même que les os soient bien implantés, je commence à fatiguer, bien implantés, solidement implantés, voilà, et que les dents ne se déchaussent pas, bien sûr. Hein. Donc il y a quand même ici de l'épaisseur, malgré tout, sans menton. Chez nous, c'est beaucoup plus fin, il y a même plus fin que ça. Hein. Voilà notre ami de Cro-Magnon, là. Et le menton, finalement, alors, sans faire de finalisme, il assure quand même une solidité importante de cette partie-là. Peut-être qu'il y a eu des représentants, donc vous saviez, qui n'avaient pas de menton, peut-être. Bon. Et l'évolution, c'est quelque chose d'assez simple, en fait. Hein. Quand un animal hérite de mutations qui sont défavorables, eh bien, très rapidement, il disparaît. Et il n'a pas de descendants. Bon, ça, c'est évidemment une parenthèse. Donc voilà l'homme de Néandertal. Le nom, on a découvert au départ, il y a déjà assez longtemps, c'était au 19e siècle, je crois, hein, ces squelettes dans une vallée allemande, la vallée de Néandertal. Hein, et en fait, on en a découvert après, évidemment, beaucoup plus dans d'autres sites. Voilà, alors bien adapté au climat froid, on va voir où il se trouvait, cet homme de Néandertal, en Europe. D'abord, le squelette. Alors, par rapport à nous, bon, le crâne, c'est à peu près celui que j'ai là. Le squelette, on a l'impression qu'il est plus ramassé, vous voyez, et il avait une silhouette plus trapue, plus large, même au niveau de la cage thoracique. Même le crâne était plus arrondi. Donc, on peut se dire, c'est bien ça, parce que ça permet de résister à des climats froids. Plus le corps, finalement, est trapu, moins il y a de perte de chaleur, et plus l'individu en question va pouvoir résister au froid. Ça se retrouve même actuellement dans les différentes ethnies, hein, des différentes régions, quand il n'y a pas eu trop de mélange. Alors, l'extension de l'homme de Néandertal, ça c'est important. Alors là, on est quand même dans des périodes glaciaires, récentes, hein, qui ont touché à plusieurs reprises, évidemment, toute la Terre et l'Europe en grande partie. Vous savez peut-être qu'il y a dans notre environnement ici à Veynes des traces de ces glaciations. Alors, ce n'est pas les traces de glaciers, parce qu'il s'est pas arrivé tout à fait jusqu'à là. Ça s'est arrêté pas loin, à la Roche-des-Arnaud, en gros. Hein. Mais les Alpes, c'était un seul glacier. Hein, et il y avait énormément ensuite d'érosion, et tout ça déposait des galets. Et si vous allez aux Égaux, aux Égarets, etc., autour de Veynes, jusqu'évidemment au plateau de Valençol, ce sont des plateaux énormes faits de galets qui, en fait, étaient transportés par l'eau de fonte de ces glaciers géants qui occupaient les Alpes. Hein. Donc, l'ère de Néandertal, vous voyez, c'est la partie qui est verte, là, hein, c'est-à-dire, en fait, l'Europe. Il n'est pas présent en Afrique, mais il est présent en Europe, jusqu'en Asie. Hein. Et les glaciers, là, c'est un petit peu exagéré. Hein, la dernière glaciation, elle s'arrête, en fait, au niveau de l'Angleterre, en gros. Et puis, par contre, les Alpes sont un seul glacier. Hein. Et toute l'Europe du Nord, c'était la calotte glaciaire. Hein. Voilà. Les endroits où on a trouvé des Néandertaliens, il y en a beaucoup. Hein. Je vous ai parlé de la Chapelle aux Saints, vous voyez, il y a le Moulstier, la Ferracie, la Chapelle aux Saints. Ça se trouve en France. Hein. On en trouve aussi en Espagne jusqu'à Gibraltar. Je crois que les derniers Néandertaliens, on les trouve au niveau de Gibraltar. Hein. Aussi, on a parlé du Proche-Orient, pardon. Alors, je ne sais pas si c'est en Syrie actuelle ou en Liban actuel, mais on n'en est pas loin. Hein, à Moud et Tabun, là. Et puis, jusqu'au Caucase et un peu plus haut. Donc, voilà l'ère de répartition d'un Néandertalien qui était très proche des êtres humains, finalement, actuels, et qui étaient des chasseurs. Parce que quand il y a un climat froid, pour consommer, manger, il faut de la viande. Il n'y a pas de végétation qui pousse suffisamment parce que l'hiver est extrêmement long. Donc, c'est une nutrition avec des animaux essentiellement. Donc, probablement des chasseurs qui
avait des outils donc adaptés pour cela en Europe. Ça devait être quand même quelque chose d'assez rude au niveau de l'existence, mais leur organisme était bien adapté à ça. Alors, il n'y a pas de Néandertaliens en Afrique. Pourquoi ? Parce que probablement ils viennent d'Homo erectus, qui avait passé ce Proche-Orient là, et puis ensuite sur place au niveau de l'Europe, un peu de l'Asie également, et bien c'est là que progressivement la nouvelle espèce Néandertal est apparue. Voilà. Alors il y a un cousin qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, en fait qui est une cousine, on a reconstitué là, qui est l'homme de Denisova, qui est une sorte de Néandertalien qui est propre à l'Asie. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'est-ce qu'on a découvert de cette nouvelle espèce ? Une molaire, vous voyez, et un bout de phalange, et c'est tout. Et donc, évidemment, pour reconstituer un squelette, c'est un peu risqué. Et là, on s'est servi de l'ADN, parce qu'on a pu extraire de l'ADN et montrer que cet ADN était différent de l'ADN d'Homo sapiens, et qu'il était aussi différent de Néandertal. Alors, j'ai mis un diagramme en dessous qui vous montre les divergences. Néandertal et l'homme de Denisova, ou apparentés, sont plus proches entre eux qu'avec Homo sapiens. Et j'ai rajouté des flèches bleues pour montrer qu'il y avait possibilité d'hybridation. Il y a deux espèces qui sont proches et on sait qu'il y a eu des hybridations. Pourquoi ? Parce qu'on sait que d'une part, nous, Homo sapiens, nous avons alors, dans notre patrimoine génétique à peu près 2% en moyenne de gènes qui sont d'origine néandertalienne. Donc on est un petit peu néandertalien, mais bon, c'est assez limité. Et Denisova, c'est à la fois hybridé avec Néandertal, on a trouvé des gènes communs aux deux, et aussi avec l'homme moderne. Et on trouve alors... Chez les Européens, on trouve essentiellement, évidemment, on a vu la carte tout à l'heure, des gènes qui viennent de Néandertal, chez nous. Et en Asie, alors ça concerne essentiellement, c'était en Sibérie tout ça, ça concerne donc l'Asie, chez les Tibétains par exemple, j'ai lu, peut-être des populations comme les Papous, etc., peut-être d'autres Asiatiques. Là, on retrouve des gènes qui viennent probablement de cet homme, enfin de ce groupe des Denisoviens ou Denisova. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce que on montre que tout ça n'est pas si simple. Ça n'a rien à voir avec une évolution linéaire. Il y a des branches et entre ces branches, il peut y avoir des possibilités d'hybridation. Dans quelles conditions ? Ça, on ne sait pas évidemment. Donc voilà, vous voyez, à partir de deux petits fragments osseux, on en a déduit des choses extraordinaires et on a même une idée, on a reconstitué ce visage parce que l'homme de Denisova, en fait, c'est une femme, c'est une jeune adolescente d'après la datation qu'on a pu faire et donc on a reconstitué ce visage ici qui, en fait, est assez proche d'un visage actuel d'Homo sapiens. Alors, Homo sapiens proprement dit, là je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de révisions et on a découvert au Maroc, à Djebel Iroun, au Maroc, il y a dans les années 60 des morceaux d'un crâne assez bien conservés, avec aussi la mâchoire inférieure, là. On a reconstitué, vous avez le crâne à droite, et on a d'abord essayé de voir si ça ne ressemblait pas à un Homo erectus, et puis finalement, on s'est aperçu qu'on pouvait le mettre dans l'espèce Homo sapiens. À l'époque, on n'avait pas daté vraiment ça très très ancien, je ne sais plus quelle valeur on avait, c'était ancien, mais peut-être 150 000 ans, quelque chose comme ça. Et puis on a des techniques qui ont évolué, et on a redaté ce crâne, et on arrive à 300 000 ans. Ça veut dire que notre espèce, qu'il y a 2 ans, là, on attribue un âge de 180 000 ans, mettons, et bien d'un coup, on se dit, non, il y a déjà eu des Homo sapiens primitifs, peut-être archaïques, mais il y a 300 000 ans. Et évidemment, ça se passe en Afrique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui montre que toute cette science
évolue de façon considérable. Ça dépend aussi des moyens qu'on utilise. On a parlé de l'ADN tout à l'heure. Là, ce sont les moyens de datation très complexes qui ont été identifiés. On a dans ce site, évidemment, des traces de l'activité des silex, etc. Donc, on est ici dans une zone à la fois en Afrique, et puis c'est quand même très ancien. Alors, on ne pense pas que cet individu soit en fait... sur la trace, disons, de ce qui a donné le Homo sapiens actuel. Voilà. Alors, Homo sapiens, donc, en fait, son origine, c'est toujours l'Afrique. Ça, je pense que c'est une donnée qui n'est pas incontestable. Et à partir d'Afrique, il y a eu différentes migrations qui, en fait, sont aussi liées au climat. On était toujours là dans les climats froids et glaciaires. Donc, par exemple, vous voyez que le détroit de Bering, là, était finalement par moments à sec ou couvert de glace. Donc le passage a été possible jusqu'à l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, dont comment dirais-je, la colonisation a été quand même beaucoup plus récente que pour les autres continents, puisqu'on a des traces à peu près 14 000 ans, 12 000 ans. Vous voyez, c'est récent, là, c'est presque rien, quoi. Là, on est vraiment dans les temps dits préhistoriques. L'Océanie, par contre, vous voyez, a été conquis, on va dire, bien avant 60 000 ans pour, par exemple, le continent australien, parce qu'il y avait des passages possibles au niveau des îles Sumatra, Java, les îles de la Sonde, etc., la Nouvelle-Guinée, et donc des populations ont pu aller coloniser ces régions-là. L'Asie, le Moyen-Orient, on en a parlé, et puis l'Europe de l'Ouest. On retrouve les 35 000 ans là, qu'on avait tout à l'heure, qui en fait nous donne à peu près la datation des fossiles d'Homo sapiens d'Europe. Donc 35 000 ans, c'est très récent, finalement, quand on y réfléchit. Par rapport à toute cette histoire que je vous ai racontée avant, très très longue. Plusieurs migrations, sans doute, à partir d'Afrique, toujours le passage par le Moyen-Orient. Gibraltar, c'est pas très long, je crois. Il doit y avoir 35 km ou 40, mais il y a toujours de l'eau à cette époque-là, même dans les périodes glaciaires. Donc le passage entre l'Afrique et Gibraltar, l'Espagne, n'est pas possible. Il faut passer par le Moyen-Orient forcément, qui est le carrefour. Et tout le monde sait aussi que ça va être historiquement quelque chose de très important au niveau de l'apparition de la civilisation, tout simplement. Voilà, donc voilà les migrations d'Homo sapiens à une certaine époque. On a essayé d'affiner l'origine d'Homo sapiens avec 3 scénarios possibles qui ne sont pas entièrement, confirmés. Alors, on peut commencer par peut-être celui du milieu, la pluricentrisme. On voit qu'en bas, on a Homo erectus, qu'aurait donné des Homo archaïques dans différentes régions, et dans chaque région, ça aurait pu donner les populations Homo sapiens africaines, d'Asie, du Proche-Orient, voire d'Europe. Puis une branche, les Néandertaliens. Donc ça veut dire qu'en fait, l'origine, ça voudrait dire, d'après ça, que l'origine d'Homo sapiens, elle est déjà très ancienne et à partir d'une souche d'Homo erectus, finalement. Bon. Et ça voudrait dire qu'il y a des différences, donc, au niveau génétique, par exemple, importantes entre les populations d'Afrique, d'Asie, etc. On va voir qu'en fait, c'est pas vraiment fondé. Monocentrisme, c'est peut-être l'hypothèse, une vision plus actuelle, où on a plusieurs migrations possibles, et on part toujours, en fait, d'Homo archaïque en Afrique. L'Homo erectus européen n'aurait pas donné Homo sapiens européen. C'est uniquement une origine africaine. Et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable. Et puis les scientifiques aiment bien, ça ne coûte rien, faire des compromis entre les hypothèses. Vous avez aussi possibilité de croisement, de mélange. On a vu tout à l'heure avec Néandertal, il faudra rajouter des flèches d'ailleurs. Possibilité d'hybridation entre ces différentes populations. Voilà donc des scénarios possibles. Alors, pour en terminer, à partir de ça, on peut se dire, mais l'espèce c'est Homo sapiens, mais est-ce qu'il y a vraiment des différences importantes qu'on appellerait alors des races ou des sous-espèces? Alors évidemment, ça a donné lieu à beaucoup de choses.
Si on lit par exemple, je sais pas, au XVIIe siècle, Buffon, il avait bien classé l'espèce humaine, mais il y avait les Africains, les Asiatiques, etc. Si vous regardez, je n'ai pas trouvé l'illustration, mais il y avait des billets de banque du temps de la colonisation où il y avait vraiment, on voyait qu'il y avait des races différentes, évidemment. La race blanche européenne était de loin supérieure à tout ça. Ça pouvait justifier à la fois à une certaine époque l'esclavage, puis après la colonisation. Alors on est en train de discuter en ce moment de choses là-dessus. Alors prenons 2 exemples de critères pour montrer que finalement c'est plus compliqué que ça. La couleur de la peau. Hein, parce que les gens qui ont voulu faire des races se sont dit, il y a les noirs, il y a les asiatiques un peu jaunes avec d'autres caractères, il y a les blancs. Hein. Alors la couleur de la peau, en fait, elle dépend en réalité de la zone géographique au départ. Évidemment, après, là, on n'en est plus là, c'est la carte du dessus qui montre la couleur de la peau selon les régions géographiques. En gros, plus on est près de l'équateur, plus la peau est foncée. Plus on est loin, plus la peau est claire, sachant qu'au sud, finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de terres continentales vers les latitudes très très au sud. Au nord, par contre, on a l'Europe, on a la Scandinavie, on a le Canada, la Sibérie. Et bon, il est vrai que les Suédois ont la peau beaucoup plus claire que les Gabonais. Bon. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle. Alors, on voit qu'il y a une corrélation avec l'ensoleillement. Vous avez en dessous l'ensoleillement. Donc c'est en watts par mètre carré, je crois, oui. Donc évidemment, il y a des zones beaucoup plus ensoleillées que d'autres. Hein. Alors pourquoi, en fait, il y aurait les couleurs de peau noire seraient favorisées dans les zones ensoleillées et pas dans les zones non ensoleillées, et inversement. Tout simplement parce que la mélanine qui colore la peau va protéger la peau, va protéger des rayons ultraviolets qui vont provoquer les cancers. Vous avez un bon exemple, le continent, on va dire le continent australien. Les aborigènes australiens ont une peau extrêmement foncée, comme les mélanésiens, c'est pratiquement dans les peaux les plus foncées. L'Australie a été colonisée par des Européens qui pouvaient venir, par exemple, d'Irlande, d'Écosse, de régions où il n'y a pas de soleil. Eh bien, l'Australie, c'est le record de cancer de la peau pour les populations blanches, tout simplement parce qu'ils ne sont pas protégés par donc, la mélanine, puis on passe autant peut-être à la plage, je ne sais pas. Hein, voilà. Et puis, autre chose, les populations de couleur de peau foncée, s'ils sont, mettons, en Suède, en Finlande, etc., eh bien, ils vont manquer de vitamine D. Parce que la vitamine D est synthétisée par l'action du soleil sur la peau. Et si la peau est noire, et si en plus ils ne sont pas exposés au soleil, eh bien, la vitamine D ne va pas être produite. Donc les jeunes enfants, par exemple, des parents d'origine africaine qui se seraient retrouvés, qui sont actuellement, je sais pas, en Finlande, en Suède, en Norvège, il y en a, eh bien, il faut leur donner des compléments en vitamine D pour que la croissance, pour éviter le rachitisme et que la croissance se fasse. Donc on voit ici que la couleur de la peau, finalement, c'est une adaptation progressive, finalement, à l'ensoleillement, et c'est pas du tout, l'origine n'est pas du tout, finalement, une origine génétique proprement dite. Autre exemple, le continent américain. Vous voyez que, et vous savez peut-être que les Indiens, les Esquimaux du nord de l'Alaska ont la peau très blanche. Hein. Au contraire, les habitants plutôt de la Terre de Feu, la Patagonie, ont aussi la peau blanche. Et puis, dans les zones centrales, par exemple l'Amazonie, par exemple le Mexique, si vous regardez, moi je connais un peu, les Mayas, ils ont la peau déjà un peu foncée. Hein. Et on l'a vu tout à l'heure, en fait, à l'origine, c'est une même population qui a conquis ce territoire. Et progressivement, de génération en génération, c'est pas du jour au lendemain, hein, les individus à couleur de peau foncée se trouvent favorisés dans les endroits ensoleillés et inversement. Vous avez l'Inde, c'est pareil. Les populations de Ceylan du sud de l'Inde ont une peau beaucoup plus foncée que les populations qui sont proches de l'Himalaya. Voilà, tout simplement. Autre critère pour quasiment terminer cette histoire, les groupes sanguins. Hein. Avec les groupes sanguins, ABO, le système ABO, sont diversement répartis. Alors plus c'est foncé, plus il y a une fréquence importante des groupes sanguins. Hein. Des allèles, on va dire, c'est plus compliqué. Enfin, bon. Et vous voyez par exemple la carte, le groupe B. Le groupe B est un groupe plutôt asiatique, c'est-à-dire que
Les Russes, par exemple, les Indiens, les Chinois, dans cette population, il y a davantage de gens de groupe B. Hein. Mais ça ne veut pas dire que chez nous, il n'y a pas des gens de groupe B ou qui ont l'allèle B. Quand on est AB, on a aussi l'allèle B génétiquement. Hein. Donc c'est une question de fréquence des allèles et de proportion et non pas de présence ou d'absence. De la même façon, pour le groupe B, en Amérique, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tout simplement parce que probablement les migrations qui se sont faites à partir du détroit de Bering et des populations isolées qui ont conquis le continent américain étaient, il n'y avait pas beaucoup de gens, peut-être du groupe B, hein, bon, voilà, ou très peu. Hein. Par contre, le groupe O est beaucoup plus répandu dans le continent, vous voyez, le continent américain, hein, aussi bien le nord que le sud. Le groupe A, il est plutôt européen. Et ça se retrouve, moi, dans mes classes, je demandais aux élèves qui est du groupe A, qui est du groupe B, qui est du groupe AB. Le groupe A était toujours dominant. Hein, le groupe O après. Bon, voilà. Le groupe B, assez peu. Ou parfois des élèves qui avaient des origines, je sais pas, russes ou caucasiennes, etc. Et encore. Voilà. Donc, en fait, voilà un exemple qui montre que les choses sont beaucoup plus compliquées, que dans tel secteur, il y a tel gène, tel allèle, dans un autre, là. Et donc, du coup, on pourrait faire des classifications. Non, hein, c'est pas quelque chose d'envisageable. Donc, j'ai mis cette phrase, c'est un peu compliqué, mais l'espèce humaine est très récente. Aucun allèle est caractéristique d'une population. Ce qui varie entre les populations, c'est la fréquence des allèles. Et il n'y a qu'une seule humanité. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui serait, par exemple, de couleur de peau très foncée, qui va avoir des compatibilités, mettons, au niveau des cellules, qui permettraient de faire, par exemple, plus facilement des greffes, hein, alors qu'il est d'origine africaine, mettons, et moi européenne, que quelqu'un qui est de couleur de peau identique, qui peut être, sur le plan de la génétique des cellules, qui est importante, tout à fait différent. Donc, en fait, l'espèce humaine est une espèce récente avec beaucoup de caractéristiques communes et puis aussi, il faut le dire, des mélanges, des migrations de populations qui sont très importantes, plus que toute autre espèce évidemment. Et même pendant la préhistoire, l'Antiquité, l'espèce humaine, elle se déplace. Hein. Voilà, alors évidemment, il y a l'actualité récente. Hein. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. C'est un sujet qui est extrêmement vaste. J'ai conscience d'avoir fait quelque chose de très condensé. Peut-être qu'il y a des approximations, on pourrait me le reprocher, mais j'espère que ça donnera envie aux uns et aux autres de se renseigner. Alors on trouve beaucoup de choses. Il faut quand même prendre des précautions. Hein. Il y a des livres excellents, il y a des sites vraiment très bons aussi, il y a des conférences. J'ai écouté sur Internet une conférence qui a été faite, vous la trouverez, dans le cadre, ça doit s'appeler les Journées de Lascaux, enfin ça se passe à Lascaux, près de la grotte, et c'est un paléoanthropologue, un professeur qui enseigne en Suisse, qui fait une très belle conférence, qui reprend à peu près le thème que j'ai traité, mais évidemment, lui, il a fait les fouilles, il connaît tout, bon, et c'est vraiment un spécialiste, et vous verrez que vous pourrez retrouver un certain nombre de choses, et il y a dans cette série-là, il y a plein de choses vraiment très, très intéressantes. Voilà. Il y a beaucoup de livres, il en paraît toutes les semaines, tous les mois, hein. Je pourrais en faire une liste, mais voilà. Donc, voilà pour cette vision, on va dire, rapide, hein, un regard sur l'évolution de l'homme. Je vous remercie.
Et nous voilà de retour, encore une fois. Comme tout à l'heure, je vais aussi poser des questions. Donc j'avais noté quelques questions, alors je les avais notées pour la toute première séance, donc on verra si c'est encore un peu pertinent. Déjà, merci d'avoir voulu participer aussi, d'avoir bien voulu participer à ce projet-là. Du coup, j'avais déjà une première question, c'est pourquoi avoir... Alors c'est une question peut-être un peu bateau, mais pourquoi avoir choisi ce thème en particulier plutôt qu'un autre? Parce que je sais que le domaine de la science est assez vaste. Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce sujet-là? Alors, disons que c'est premièrement un sujet qui m'intéresse, que bon, j'ai enseigné en partie ce que j'ai fait là, d'une part. Je pense aussi que c'est relativement accessible, enfin on va pas trop dans les détails, hein. Et ça peut intéresser quand même beaucoup de monde. C'est un sujet qui montre que la science est en perpétuelle évolution, hein. On découvre des choses sans arrêt. Il y a beaucoup de données. Il y a aussi des représentations qui sont fausses, comme le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de l'homme là, qui est d'abord courbé, qui se relève, etc., qui sont trop simplistes. Et hélas, on trouve ça très couramment, et il faut que quand même qu'on puisse conserver un esprit critique, hein. Et pour conserver un esprit critique, il faut un minimum de base, de connaissances, et puis se poser des questions, et je pense que c'est intéressant, quoi. On ne doit pas non plus tout, disons, quand quelque chose est trop simple, en fait, la plupart du temps c'est faux, hein. Voilà. Alors après, quand c'est plus proche de la réalité, ça devient compliqué, donc ça, tout le monde l'admet, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout simplement pour ça, et puis c'est un sujet qui m'intéresse, sur lequel je continue à me documenter, à me renseigner. En plus, là, je trouve que c'est bien parce qu'il y a notre collègue Maximin, voilà, qui fera en fait quelque chose qui va être un petit peu une continuité sur la préhistoire dans les Hautes-Alpes. Donc c'est bon, et c'est une période récente, et on va, je pense, découvrir beaucoup de choses qui sont très proches, hein. Et puis il y a même dans la médiathèque une exposition intéressante avec des très belles photos sur les gravures de la grotte Chauvet. Pardon, et la reconstitution de cette grotte en Ardèche. Alors, comme on ne peut pas bouger beaucoup pour l'instant, bon, on peut déjà voir ce qu'on a sur place. Voilà. C'est ça, exactement. Pardon. Justement, vous parliez de renseignements, d'informations, et du coup de toujours se tenir informé d'un petit peu ce qui se passe dans ce domaine-là. Justement, moi, ma question, c'est est-ce que les informations qu'actuellement on peut avoir sur ces domaines-là, est-ce que c'est plus du domaine vraiment scientifique, historique ou autre? Est-ce que c'est vraiment des faits historiques qui nous donnent une information, ou c'est plus notre côté, savoir connaître un peu plus la science, connaître comment ça fonctionne, un corps humain pour je dirais les deux. Parce qu'il y a forcément un aspect historique, et la dimension du temps, elle est importante, hein. J'avais fait l'an dernier, je crois, un cours sur la géologie locale à Veynes, comment expliquer la formation d'une falaise qui fait 50 mètres, ou une vallée, si on ne prend pas en compte le temps, hein. On n'y comprend rien, on ne peut pas expliquer. Et là, quand on montre par exemple les migrations d'Homo sapiens, quand on voit comment différentes parties du monde ont été colonisées, il a fallu du temps, il a fallu un temps considérable, hein, étape par étape. Et actuellement, au niveau de cette appréhension du temps, on est dans le temps immédiat, le temps humain, mais vraiment la minute, l'heure, l'année, on sait ce que c'est. Après 1000 ans, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, alors quand on parle de millions d'années, là, évidemment, on est perdu, hein. Donc moi, j'aime bien qu'on traitait les choses sous un aspect, disons, historique, du coup, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps, voilà, avec des étapes. Évidemment, la base, c'est la connaissance scientifique. Et j'ai pris quelques exemples pour montrer que c'était pas quelque chose de définitif, c'était quelque chose qui était en construction, hein. On apprend au fur et à mesure qu'on découvre les phénomènes. Là, on est en train d'apprendre plein de choses sur les virus, comme on a découvert à l'époque des choses sur le fonctionnement du système immunitaire quand il y a eu le sida dans une certaine époque. La science sur l'immunologie, par exemple, a fait un bond énorme. Là, je pense qu'il va falloir du temps, mais on va comprendre un petit peu mieux en fait ce qui se passe au niveau de ces virus. Alors évidemment, entre-temps, il y a eu une épidémie, ça c'est évidemment tout à fait regrettable, mais
on apprend au fur et à mesure, et puis il y a des pistes qui s'avèrent, disons, pertinentes et d'autres non. Hein. Il y a des gens qui sont des scientifiques éminents et qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. On en a des exemples à la télévision tous les jours. Hein. Voilà. Mais est-ce que justement, alors là ça va digresser un petit peu du sujet de base, mais je vois qu'on parle de l'épidémie, et ce qui m'intéresse, c'est est-ce que selon vous, comme vous avez si bien dit, en fait on apprend de plus en plus de choses aussi grâce à cette épidémie. Alors grâce, c'est un mot un peu fort, sûr, mais à cause de cette oui, enfin épidémie. peut-être pas dans l'immédiat, parce que là on est dans l'urgence. Mais il y a moyen qu'on évolue. Il y a plein de choses qu'on ignore. Hein. On a parlé, je ne sais pas, quand on parle du cerveau humain, par exemple, quand on parle de la génétique, hein, je vous ai dit, mais il y a une grande proportion de l'ADN dont on ne connaît pas le rôle, le fonctionnement. Hein. C'est une réalité. On a l'impression que, bon, certains ont peut-être l'impression que tout est acquis et que donc du coup on va trouver un traitement, on va trouver un vaccin du jour au lendemain. Eh ben non, pas forcément. Hein. C'est plus compliqué que ça. Il faut quand même prendre un certain recul. Maintenant, l'espèce humaine, elle a cette capacité extraordinaire de s'adapter. On a vu, elle s'adaptait au climat, par exemple, hein, et nous, on sera bien obligés aussi de s'adapter au climat, mais dans un sens un peu plus chaud peut-être. C'est comme ça, c'est ce qui rend tout ça intéressant, quoi. Cette capacité de pouvoir s'adapter et comprendre ce qui se passe. Hein. Les animaux qui sont autour de nous, bah, hélas, ils subissent. Hein, bon, même s'il est plus évolué, peut-être ont une appréhension, comprennent par exemple certains la mort. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident que beaucoup d'animaux comprennent ce qui se passe, mais on s'aperçoit qu'il y en a quand même qui ont cette conscience-là. Voilà. Donc, que dire bah oui, on apprend forcément, on continue. Heureusement, la science c'est pas terminé. Il y a encore plein de choses à découvrir, hein, même si on a bien avancé, disons depuis peu. Quoi. Voilà. Excusez-moi, du coup, un petit contretemps. Oui, du coup, on parlait justement de cette évolution, donc le fait que nous, on apprend des choses, on sait s'adapter. Est-ce que vous pensez que l'évolution technologique, donc le fait qu'on s'adapte grâce à la technologie, fait partie aussi de l'évolution humaine? Alors c'est vraiment important, parce que là, on est passé à quelque chose une autre dimension en fait que l'évolution purement biologique. Hein. On vit, et on est vraiment dedans là, on vit actuellement tout ça. Le fait que finalement on n'est plus dans un petit endroit, un petit pays même, mais tout doit être traité de façon avec une vision globale, mondiale. Si on veut lutter, mettons, contre je prends l'exemple du réchauffement climatique, il est évident qu'un pays tout seul, il ne peut pas faire grand-chose, quoi. Bon, tout ça, on en est là. Donc on prend conscience qu'on doit essayer de gérer les choses plus globalement, entre l'économie, l'environnement, etc. Maintenant, il reste des pays, il reste des politiques différentes, etc. Bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, hein, bien sûr. Voilà. Donc, ça c'est important, effectivement. Et qui peut dire dans 50 ans où on en sera, par exemple. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à enseigner, et quand j'étais élève au lycée, on n'avait pas de calculatrice, par exemple. Hein. La calculatrice est arrivée, moi, quand je suis allé à l'université. Quant à l'ordinateur, c'est pareil. Hein. Au début, pas d'ordinateur. C'est arrivé bien après. Et quand on a commencé à enseigner un petit peu, à se servir des ordinateurs, c'était vraiment des choses très basiques, c'était le cas de le dire. Hein. Et là, on voit maintenant que par exemple, les travaux pratiques de physique, de biologie, etc., que l'outil informatique, il est vraiment fondamental. Et puis là, en plus, avec les problèmes de confinement, l'épidémie, la solution, c'est quand même de se servir des moyens numériques, et c'est ce qu'on est en train de faire là. Hein. Et c'est quand même extraordinaire, ça. Hein. Alors, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés, mais bon, il faut essayer quand même de toujours d'avoir un esprit critique et de garder un regard un petit peu distant parfois. Voilà. D'accord. Du coup, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait... alors, peut-être que je vais poser quand même une dernière question, parce que
c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Parler du coup de l'épidémie encore une fois. Et justement, je voulais revenir sur, est-ce que vous pensez que la population, enfin, parce qu'avant c'était vraiment un domaine scientifique, c'est vrai que tout ce qui était cerveau, système immunitaire, c'était encore, j'en parlais avec une personne, c'était encore assez éloigné de la connaissance universelle en fait, que tout le monde sache, on va dire. Donc c'est vrai qu'il y a une personne qui me disait la dernière fois, voilà, les virus, avant on n'arrivait pas à avoir cette notion de virus. Maintenant, on comprend qu'on a besoin des virus aussi pour vivre et des bactéries. Est-ce que vous pensez qu'avec cette crise actuelle, tout le monde arrive à comprendre vraiment comment fonctionne un virus? Ou est-ce que... Non, bien sûr, parce que ça peut paraître compliqué, mais ce que je regrette, moi, c'est que de temps en temps, quand même, dans les médias, on ne pose pas les choses, c'est-à-dire, bon, on va expliquer ce que c'est qu'un virus, on va expliquer comment un virus est reconnu par une cellule, ensuite ce que ça peut faire, comment il va se reproduire dans la cellule, etc. C'est pas si compliqué au niveau des bases. Je pense que ça serait utile de donner la vaccination. Pourquoi les gens, une partie de la population est contre la vaccination? Il faut quand même, ils savent pas comment ça fonctionne non plus, quoi. Il faut quand même leur expliquer comment ça fonctionne. On leur expliquer historiquement l'importance de la vaccination qui a permis quand même de sauver des millions d'êtres humains, hein, on le sait très bien. Il y a des maladies qui ont complètement disparu. Donc je crois que ce serait utile que quand même les médias orientent les choses vers, de temps en temps, parce que peut-être c'est compliqué, je ne sais pas, vers quelques explications, quoi. Parce qu'il faut que les gens aient une volonté d'aller se renseigner, mais autrement ça ne vient pas comme ça. Le problème, c'est que, bon, peut-être que dans les médias, les journalistes ou les intervenants ne sont pas, disons, très au courant ou très compétents dans ce domaine-là. Mais bon, c'est quand même très très dommage qu'on ne puisse pas expliquer un petit peu plus aux gens ce qui se passe. Les virus, je fais une petite parenthèse, dans notre ADN, on a, donc j'ai parlé de l'ADN tout à l'heure, on a de l'ADN d'origine virale, c'est-à-dire qu'on a des virus très anciens, pas aujourd'hui, mais dans la lignée humaine ou même avant, qui en fait ont infecté des êtres vivants et qui finalement, au bout d'un certain temps, n'ont pas eu de conséquences néfastes et dont le génome est intégré dans notre propre génome et sert à fabriquer telle ou telle protéine. On a quelques exemples comme ça. Donc voilà, un virus, ça peut être comme une bactérie. On a besoin des bactéries, hein. Il faut savoir qu'on vit avec autant de bactéries que de cellules finalement qu'on a humaines. Donc c'est important de prendre du recul là-dessus. Les virus, probablement, dès qu'il y a eu des cellules, dans l'histoire de la vie, il y a eu des virus qui sont des parasites des cellules finalement. Et voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien, hein, au niveau de l'évolution. Hein, voilà. D'accord, merci pour toutes les précisions, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier, c'est vrai que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, en fait, voilà, Madame Lecoq propose en fait des cours, des conférences à l'université du temps libre de Laragne. Voilà, donc c'est vrai que je ne t'ai pas précisé, donc normalement vous aviez pu voir le petit logo qui a été affiché à l'écran. Voilà, donc je vous remercie aussi l'UTL de Laragne d'avoir participé avec nous. Je remercie du coup aussi Monsieur Gérard d'avoir été là, Madame Lecoq aussi. Voilà, du coup la semaine prochaine, un autre programme, donc avec Michel Maximin et Madame Liberator. Voilà, donc ils m'ont parlé de l'un de la préhistoire et l'autre de la médiation animale par le cheval. Voilà. Alors moi je veux remercier aussi Cédric, hein, qui a organisé tout ça, et puis la médiathèque de Veynes et ceux qui s'en occupent, qui nous a donné l'occasion donc de faire ces petites émissions, on va dire. Mais je trouve que pour notre commune, notre région aussi, avec Laragne bien sûr, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc merci aussi Cédric. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas. C'est très gentil. Du coup, voilà, je vous remercie aussi pour les personnes qui ont suivi. J'ai vu que vous étiez quand même une petite dizaine à nous avoir suivis. Voilà, c'était intéressant. N'hésitez pas pour les prochaines à partager aussi, à suivre la chaîne, à vous inscrire. Et surtout aussi, parce que c'est aussi le but de cette intervention, d'aller fouiller sur le site, la plateforme Twitch, si des contenus vous intéressent, autre que le contenu qu'on propose nous. Voilà, parce que c'est aussi le but de vous faire découvrir un autre média pour découvrir d'autres choses. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne soirée. Et à mercredi prochain. Merci.